mais qu'est-ce qu'il fait lui? Et l'attaque de Tadej Pogacar à plus de 50, 80, 100 km de l'arrivée. Le nouveau Pierre Rolland, attaque de Pierre Rolland. Attaque de Marlou. Allez, Lucas, Aïe aïe aïe, attention Philippe, le parapluie. C'est fini, c'est fini. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le débrief de la 18e étape du Tour de France. L'étape Rennes, 5500 mètres de dénivelé et un vainqueur australien. Ben O'Connor s'est imposé au sommet du col de la Loze. Une étape qui était annoncée comme une étape dantesque, une étape qui est partie avec de la folie et qui est arrivée dans le brouillard, dans tous les sens du terme. On va débriefer cette journée avec Guillaume Descaves, journaliste au Progrès et au magazine Le Lien Local, qui est avec moi. Salut Guillaume. Salut Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Bon, je disais journée folle, on a encore eu une journée, alors on a eu 33 km/h 8 de moyenne, mais 5500 mètres de dénivelé, et ça n'a pas forcément débranché depuis le départ de l'étape. Ouais, ça a été encore quelque chose de très très fort à regarder. C'était assez spectaculaire aussi, parce que franchement, nos paysages français, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Voilà, moi je me lasse pas. Je crois qu'aujourd'hui, pendant longtemps, en fait, je regardais le Tour de France enfant, où je voyais juste pédaler des gens. Je savais pas trop ce qui se passait. Ensuite, j'ai regardé ça beaucoup pour les paysages, et puis après beaucoup pour la course. Et en fait, je crois qu'aujourd'hui, ce Tour de France, on l'aime parce que voir notre montagne comme ça nous donne aussi envie d'y aller. Et moi, je suis ravi de voir des gens déjà suer comme ils l'ont fait, les pauvres, aujourd'hui, et surtout d'avoir une si belle France. En tout cas, c'est ce que je retiens moi aujourd'hui, en tout cas. Ouais, la montagne est toujours aussi belle. Bon, ouais. Moi, je suis plutôt côté Pyrénées que Alpes dans ma vie de tous les jours. Je connais beaucoup moins bien les Alpes et j'adore énormément les Pyrénées, mais quoi qu'il arrive, tu mets une étape avec de la montagne et on se régalera encore avec le Tour d'Espagne à la fin de l'été. Ouais. Et voilà, franchement, ça fait rêver, ça donne envie d'aller enfourcher le vélo. Quoique, 5500 mètres de dénivelé, comme j'ai dit, ça fait rêver, mais ça fait rêver devant le canapé plus que sur le vélo quand même. Ah oui, là, franchement, celle-ci, je ne l'aurais pas faite, clairement. Quand on a un ou deux cols, d'accord, mais là c'était quand même vraiment une étape folle. Franchement, c'est une étape qui les a rincés tous. Ils sont tous arrivés morts et d'ailleurs ça s'est dans tous les sens du terme. Mais complètement. Et aujourd'hui, finalement, là où on attendait des énormes attaques, une énorme bagarre, bien sûr qu'il y a eu de la bagarre, mais finalement tout le monde est tellement cuit avec ce type d'étape que derrière, on peut rien faire. Mais en même temps, ils n'ont pas rien fait les derniers jours non plus. Donc on arrive aussi en fin de tour. C'est-à-dire que ça fait depuis 2 semaines et demie quand même que ça débranche pas quand même. Non, il faut le dire. C'est-à-dire que là, on arrive sur cette étape à 5500 mètres de dénivelé. Mais encore l'étape d'hier, où ça devait être une échappée publicitaire vers Valence, arriver au sprint tranquille, arriver sous la flotte, chute. Ça n'a pas débranché de l'étape. Donc finalement, on n'a aucune journée de repos où les coureurs peuvent se mettre dans les roues tranquillement à profiter dans le peloton. Non, c'est vraiment un tour assez unique, je trouve. On n'a jamais vraiment connu ça, où on se dit, oui, mais ça peut tout le temps attaquer, tout le temps rouler vite comme jamais. Alors aujourd'hui, ça a roulé de ce qu'on avait prévu. Quand on reprend les temps qui nous avaient été proposés par ASO notamment, en fait, on était sur du 34 de moyenne. Donc on est vraiment dans les temps de ce qu'il fallait, en tout cas pour le vainqueur, pas pour ceux de derrière, évidemment. Mais oui, ouais. Là aujourd'hui, de toute façon, avec le Glandon, la Madeleine et la Loze, on savait que personne n'allait se reposer. Moi, j'ai une énorme pensée pour les sprinteurs qui sont arrivés pile dans les temps, mais il en fallait pas beaucoup plus. Et la journée atroce qu'ils ont dû vivre, franchement, ils ont du courage parce que potentiellement, il y a peut-être plus d'étapes pour eux. Ils sont toujours là. Bravo, parce que je me dis, t'es dans une équipe où il n'y a pas forcément grand-chose à gagner, parce qu'il n'y a pas non plus 50 équipes qui ont gagné depuis le début. Il faut quand même être costaud pour pas abandonner. C'est aussi dire la force du Tour de France, d'aller au bout. On finit un Tour de France. Finir un Tour de France, c'est quelque chose. Ouais. Et on n'est pas là que pour se dire, on fait notre boulot. On en a ras-le-bol, on arrête. Non, en fait, le Tour de France, il faut le finir parce que c'est comme ça qu'il se vit, quoi. Ouais, complètement. Alors, pour analyser cette étape, il y a beaucoup de choses à dire. On va essayer de faire col par col. On va reprendre le fil de l'étape.
ça va aller très rapidement en fait pour le début parce qu'il y avait le sprint intermédiaire qui avait avant le col du Glandon. Sprint intermédiaire qu'il y avait après seulement 23 km 5 de course ou d'entrée. D'entrée, les Lidl Trek de Jonathan Milan se sont mis à l'avant du peloton en file indienne pour imprimer un rythme où aucune attaque n'était impossible sur des portions avec de la grande route à la sortie de Vif de Grenoble sur des faux plats montants. Et Jonathan Milan est passé en tête du sprint intermédiaire. Tadej Pogačar n'a pas joué le sprint, n'a pris aucun point et Milan est passé en tête devant Girmay et Anthony Turgis à la 3e place. Ça, déjà, les Lidl Trek, c'était bon. Et ensuite, la course s'est lancée avec les premières attaques. Et d'ailleurs, dans ces premières attaques, on a retrouvé Tim Wellens de la UAE, mais aussi Ben O'Connor, celui qui a levé les bras au col de la Lose. Ouais, franchement, il a été incroyable. Alors, on viendra, on va pas vendre la fin tout de suite, mais c'est quand même un sacré costaud, quoi. Hein. Parce que ça veut dire qu'il démarre d'entrée de jeu, il va aller au bout, sachant qu'il va leur remettre quand même une grosse peignée à 15 bornes de l'arrivée. Non, c'est un truc de fou de pouvoir se projeter, franchement, rien quand on regarde la carte et en fait de se projeter, de se dire, là, je vais démarrer là et je vais m'enchaîner 140 bornes à bloc devant. Ah, c'est pour moi, c'est ça toute la beauté du vélo. Il peut quand même remercier Bruno Armirail qui, dans l'échappée, a fait un boulot énorme pour Félix Gall jusqu'au col de la Madeleine. Et Bruno Armirail a écrasé les pédales. C'est lui qui a fait l'écart tout seul dans l'échappée du jour. Avec aussi, à un moment donné, un peu plus loin dans le Glandon, Primoz Roglic qui est sorti, qui a tenté tout le panache du Slovène de 35 ans, qui est pourtant placé au général, qui a perdu un peu de temps aujourd'hui, mais fallait tenter, tout comme Lipovic, on parlera un peu plus tard des Red Bull. Mais dans ce col du Glandon, c'est Armirail qui a fait le rythme dans le groupe d'échappés devant. Et puis, on va aller un peu plus haut dans le col du Glandon, un peu avant le sommet, où on avait Lenny Martinez qui était en difficulté. Je veux parler du bidon collé de Lenny Martinez. Très rapidement, bidon collé un peu grotesque en Mondiovision. Et Lenny Martinez qui est quand même passé en tête du col du Glandon, mais qui a pris 8 points de pénalité au classement de la montagne, sanction infligée par les commissaires de course après l'arrivée à la Lose. Non, mais moi, franchement, je trouve que c'est même pas une faute que de lui, quoi. Enfin, voilà, là, je veux dire, c'est une équipe qui sait très bien que là, à ce moment-là, ça ne sert pas à grand-chose, voire à rien du tout. On prend ce risque-là et finalement, toute l'énergie qu'il a mis pour aller là-dessus, il se le repaye cash derrière. Mais c'est vraiment stupide. Moi, je comprends pas qu'on continue à faire ça. Voilà, je comprends pas l'intérêt, mais là, en l'occurrence, ça tombe sur Lenny, mais on le voit quand même régulièrement, et je trouve ça vraiment bête. Et là aujourd'hui, comme tu l'as dit, c'est en Mondovision, mais c'est surtout qu'aujourd'hui, les premiers papiers sur l'étape, c'est le bidon collé. Ah, c'est dur, quoi. Franchement, j'aurais préféré que le type. Et t'as raison, c'est pas forcément que de sa faute. Hein. Non, mais bien sûr. Et puis à partir du moment où le coureur arrive, mais qu'est-ce qu'on a besoin de faire ça, quoi. Ça paraît hallucinant. Et ils le savent qu'aujourd'hui, surtout un coureur comme ça, je dis pas, là tu es dans le groupe Eto, tu vas rechercher un bidon, tu te fais un peu pousser. Bon, voilà, mais de toute façon, d'ailleurs, personne n'en tient la rigueur. Mais là, à ce moment-là, mais c'est assez fou. Enfin, pour moi, ça, c'est vraiment une faute grave de travail. Et qui fait quand même poser beaucoup de questions sur la gestion de course, quoi. Parce que à quoi ça sert et pourquoi le faire? Voilà. Et du coup, c'était pour protéger le classement de la montagne de Lenny Martinez. C'était le dernier coup, la dernière tentative, parce que Lenny Martinez, certes, il est passé en tête du Glandon, donc il n'a pas pris les 20 points qui sont normalement décernés à celui qui passe en tête du classement de la montagne. Il en a pris que 12, c'est-à-dire une 3e place au sommet d'un hors catégorie, avec ses 8 points de pénalité, hein, je le rappelle. Et en fait, Lenny Martinez était surtout en difficulté depuis quelques hectomètres, quand même, depuis quelques kilomètres. Il était en train de lâcher du groupe, et c'est grâce à ce bidon collé, ce triple bidon collé, parce que ça a été à 3 reprises, qu'ensuite il a pu recoller au groupe et aller battre au sprint Tamian Arensman au sommet du Glandon.
Avec, une bataille qui finalement n'a pas servi à grand chose, puisque plus tard, Lenny Martinez dans la descente a été lâché, a complètement craqué. Ouais, là, de toute façon, après, c'était plié. Franchement, je suis quand même sceptique sur l'intérêt de ça et la force que ça a pu lui donner ou pas. Voilà, moi, en tout cas, je suis vraiment, et puis en fait, je suis déçu pour lui parce que je trouve que c'est quand même un coureur qu'on aime bien et là, finalement, bah, il passe pour un bredin, sur tous les papiers, etc. Aux yeux du monde, bah, voilà, je trouve que ça sert vraiment à rien. Alors, aux yeux du monde, raison de garder, hein, le monde l'a vu. Les papiers sont plutôt franco-français, mais voilà, c'est quand même un peu dommage de On voir a vu ça à ce Thibaut niveau-là. Pinot réagir sur les réseaux sociaux avec un emoji qui vomit. On a tout le monde a ressorti les images de bidon collé du passé, et notamment Vincenzo Nibali au Tour d'Espagne qui disparaît complètement de l'image en étant collé à la voiture pour remonter. Il s'était fait choper par l'hélicoptère aussi. Bon, voilà, l'épisode du bidon collé, je pense qu'on en a dit assez, Guillaume. C'était le col du Glandon, on peut le dire comme ça. C'était le col du Glandon avec donc cette bataille pour prendre les échappés à plusieurs échelons, parce que derrière, dans le groupe, dans le peloton maillot jaune, on a même eu à un moment donné 2 tiers du peloton qui se sont complètement détachés, qui étaient à l'avant. Et finalement, après, ça a recollé. Mais on a eu un groupe avec Ben O'Connor, Félix Gall, Primoz Roglic. Et puis derrière, en contre-attaque, on avait Jordan Jegat aussi, qui était derrière, qui sont sortis un peu à contre-temps. Et dans la descente du Glandon, ça a un petit peu recollé. Derrière, on avait les Visma qui ont imprimé un tempo. Et la Madeleine, descente du Glandon, la Madeleine, et là, les Visma ont embrayé. À l'avant, Saïk Rémy Armira a terminé son travail, Gall, Roglic et compagnie étaient à l'avant. Mais les Visma ont donc adopté leur fameux plan. On est dans le col de la Madeleine. Et c'est tout pour Jonas Vingegaard avec à 6 ou 7 bornes du sommet, il me semble, à 6 bornes du sommet, eh bien, l'attaque de Jonas Vingegaard, mais après le travail des Visma. Ouais, c'est ça. De toute façon, bah là, en fait, ils ont repris un peu ce qu'on avait l'habitude de voir par d'autres équipes du passé, bah voilà, d'essayer d'épuiser tout le monde et pour une attaque. Voilà, après, on voit ce que ça a rendu au final, hélas, hein. Mais on peut pas leur empêcher de se dire qu'ils essayent. Voilà, tout ce Tour de France, mine de rien, on n'a plus l'habitude de voir Pogačar autant en défensif. Donc là, déjà, c'est assez agréable de le voir aussi dans cette position. Même si, bah, du coup, lui, il fait de la contre-attaque maintenant. Donc voilà, c'est formidable. Mais en tout cas. Ils auront tenté. Moi, j'avais qu'une peur, c'était de se dire bon bah allez, hop, on est parti, on va attendre 100 mètres du sommet ou 500 mètres. Et voilà, non, là pour le coup, on part à 60 bornes. Voilà. Après, là, ça va pas au bout, mais en tout cas, ils auront tout tenté. Ils pourront pas se reprocher grand chose là-dessus. Hein. C'est juste que y en a un qui est bien plus fort que l'autre. Et voilà. Mais en tout cas, l'équipe. Dieu sait que, en tout cas pour moi, je la porte pas forcément très haute dans mon cœur. C'est pas forcément le cyclisme que je défends là-dessus, mais en tout cas ils auront tenté. Là cette année, c'est quand même un autre visage des Visma, je trouve. Ouais, alors c'est quand même pas la première fois qu'on voit les Visma, les Jumbo de l'époque avant, se montrer assez offensifs. On se souvient que lorsque Vingegaard remporte le Tour de France en 2022 et en 2023, il y a déjà l'épisode du Glandon, Galibier-Glandon, avec l'appui de Primoz Roglic. On se souvient de Hautacam en 2023 avec Wout van Aert pour aider Jonas Vingegaard. Van Aert avait été énorme là-dessus. Et exactement, avec le maillot vert sur les épaules. Et c'est pas la première fois qu'on les voit finalement être offensifs. Là, ils tombent juste sur plus fort parce que Jonas Vingegaard, quand on voit les écarts au général qu'il y a derrière le Danois, hallucinant. C'est monumental ce qu'il y a derrière. Donc en fait, il a juste plus fort. Après, dans la tactique en elle-même, dans la Madeleine, il y a Matteo Jorgensen qui est à l'avant, qui s'est un peu retrouvé, mais sans plus. Il a été malade pendant une bonne partie du Tour de France, donc il est cuit, archi cuit, le vainqueur de Paris-Nice. Mais ils ont joué avec un appui encore à l'avant. C'était le meilleur appui possible. On avait vu Benoît et Campenarts dans le Ventoux. Là, c'était Matteo Jorgensen. Bon, voilà. Et puis, Jonas Vingegaard a attaqué une fois. Une seule cartouche, j'ai envie de dire, dans la Madeleine. Une seule cartouche, mais après le nombre de cartouches qu'il a déjà mis dans le passé,
sur ce Tour de France, on voit déjà que les gars sont cuits. Ah mais franchement, je crois que c'est l'épreuve. C'est peut-être aussi pour ça qu'on reste un peu sur notre fin sur celle-ci, parce que c'est l'épreuve, je trouve, où pour la première fois depuis bien longtemps, je vois des coureurs vraiment au bout d'eux-mêmes. Ils n'en peuvent plus. Ils sont morts de chez morts. On savait que c'était un tour qui était rude. On pensait pas que ça attaquerait tout le temps de partout et que les étapes de transition n'en seraient plus. Mais là, c'est hallucinant de voir ça. Et tu as parlé des écarts, mais c'est vraiment dingue. Et là, ouais, ça fait aussi plaisir parce que moi, je trouve que, oui, certes, alors pour le spectacle, c'est peut-être un peu moins beau, mais d'un seul coup, on a des coureurs humains devant nous, alors qu'on a quand même un extraterrestre à travers. Mais on a quand même des coureurs humains et se dire, bah oui, voilà, tout le monde là, ils sont quand même à peu près tous dans cette même fourchette qui sont là et c'est du chacun pour soi. Et c'est ça qui est chouette parce que c'est aussi ça qu'on a envie de voir dans le vélo, des gens qui vont au bout d'eux-mêmes et là tu te dis bah ouais là il y a alors j'en sais rien voilà mais en tout cas là moi quand j'ai vu cette étape là je me suis dit bah là il y a pas de triche aujourd'hui là tout le monde est bien sur le même plateau et on y va et ouais on va au bout de soi-même et je trouve que là aujourd'hui une épreuve comme ça, encore beaucoup plus d'ailleurs que le Ventoux, c'était vraiment une bataille de l'homme face à la côte et c'est chouette à voir en fait. Hein, franchement, moi j'ai du bonheur de les voir comme ça. J'en aurais moins si j'étais sur le vélo à leur place, ça c'est sûr. ouais, complètement. Alors après, on dit que tout le monde est cuit. Et vous allez me dire, ceux qui écoutent Vélo Podcast, oui, mais Pogacar, il n'est pas cuit. Bah, en fait, par définition, le leader du général est le gars le plus frais parmi tout le peloton. Donc forcément, il paraît moins cuit que les autres. Pogacar est quand même pas tout frais non plus. Après 2 semaines, pour revenir dans la Madeleine, on a vu avec cet écrémage Ben Illy qui a craqué assez tôt. Ben Illy qui a pu compter sur l'appui de Harry Sweeney pour limiter la casse. On verra dans les classements à la fin de l'étape. Et un peu plus haut, c'est Kevin Vauquelin qui a été un peu en difficulté. Kevin Vauquelin qui a lui pu compter sur l'appui de Ewan Costiu qui a fait un énorme travail pour le Normand. Et Jordan Jegat, lui, était au contact du groupe Maillot Jaune pendant très longtemps. Jordan Jegat qui avait pris un coup d'avance avec une échappée. Peut-être que ce qu'il a tenté dans l'échappée, il l'a payé. En début d'étape, dans le Glandon, il l'a payé ensuite à l'arrivée à la Lose. On verra les classements tout à l'heure. D'ailleurs, j'ai entendu une réaction d'après-course de Jordan Jegat. Il a dit « C'est mort, demain, je tente pas la même chose. » ouais, alors franchement, je sais que tu adores ce coureur. Moi, je l'aime beaucoup aussi et je trouve que son parcours, il est quand même très, très fort. Et je rappelle juste avant que tu réagisses que avant le départ de l'étape, avec l'abandon de Carlos Rodriguez comme il n'est pas parti, abandon pour une fracture du bassin pour l'Espagnol après une chute à 50 bornes de l'arrivée hier vers Valence, Jegat était donc 10e du général. Je te laisse, vas-y. Oui, non mais c'est ça. Et du coup, lui, il voulait vraiment aller sécuriser ce podium. Bon, voilà, finalement, tu en parleras tout à l'heure avec les résultats, mais voilà, ça va être un peu juste. Hein, mais en tout cas, franchement, il fait un tour qui est quand même assez incroyable. C'est aussi ces coureurs-là, ils font plaisir à voir. Ils se débrouillent en équipe. Ils n'ont pas 50 équipiers là-dessus et ils y vont et il est vraiment très très haut. Moi, je trouve que là, pour moi, évidemment, on a énormément parlé de Vauquelin et bien sûr, mais Jordan Jegat, c'est quand même la vraie belle révélation aux yeux du grand public et c'est assez prodigieux ce qu'il a fait. Évidemment, qu'il a payé ça. Est-ce qu'il avait besoin d'y aller à ce moment-là? Est-ce qu'il n'aurait pas mieux dû essayer de rester dans les roues et puis aller sécuriser sa 10e place un peu plus loin? Ah voilà, après, pour le coup, les résultats parlent pour eux, mais c'est quand même dommage pour lui parce qu'il le méritait vraiment et il a été là quand même. Il a été hyper régulier dans ce tour. Il a tout le temps été là et ouais, voilà, là c'est dommage. Il va échouer à quelques minutes, mais c'est chouette. Franchement, demain, j'ai tellement hâte de voir ça. Voilà, l'arrivée à la Plagne, de voir ce que ça va pouvoir donner, dans quel état ils vont pouvoir se remettre de ça. Et puis c'est surtout que voilà, là c'est encore loin d'être fini parce que d'habitude là on pouvait dire allez hop, on est vendredi soir, c'est plié. Là non, là on sait qu'on en a jusqu'à dimanche soir assez tard puisque ça va encore attaquer de partout.
Et n'oublions pas que vous en avez parlé hier dans Vélo Podcast, mais en fait, il y a très très peu d'équipes qui ont gagné sur ce tour. Et là, il y a tous les morts de faim qui sont là, qui veulent essayer de sauver leur tour et qui vont devoir passer aussi à l'attaque. Mais est-ce qu'on est encore capable de passer à l'attaque? Là, franchement, chapeau les gars. Hein. Bah, on verra qui seront les grimpeurs demain vers la Plagne qui seront les plus frais, et ceux qui ont fait l'étape du Tour cyclosportive vers la Plagne, ils vont avoir mal aux jambes en se souvenant de ce qu'ils ont vécu il y a quelques jours devant la télé. Samedi à Pontarlier, les baroudeurs vont tenter d'aller aussi dans l'échappée pour tenter d'avoir un peu cette étape pour sauver peut-être le tour de leur équipe. Et dimanche avec Montmartre, là aussi ça peut être explosif dans le final. On va continuer le débrief de cette étape, parce qu'on a parlé de la Madeleine. Il y a la descente de la Madeleine. Bon, Lipovic, va falloir qu'il apprenne à descendre avec les mains, non pas sur les cocottes de frein, mais bien dans le creux du guidon. Et ensuite, il y a cette portion de vallée entre la Madeleine et la montée vers Courchevel, où là, ça a été du grand n'importe quoi, parce qu'on a vu une bataille avec ceux qui étaient à l'avant dans l'échappée. Je pense à Ben O'Connor, à Félix Gall, Thymen Arensman, le groupe maillot jaune qui est revenu de derrière. Groupe maillot jaune, bon, il n'y avait que finalement entre guillemets que Jonas Vingegaard, Tadej Pogačar, il y avait Primož Roglic qui avait pris un coup aussi devant. Lipovic, le poulet sans tête, moi je vais continuer de le surnommer comme ça, le poulet sans tête allemand, qui lui avait été décroché par le travail de Sepp Kuss dans la Madeleine, qui était le troisième homme à ce moment-là derrière Jonas Vingegaard et Tadej Pogačar. Il a pris un éclat quand les deux sont partis, il a recollé ensuite dans le bas de la descente. Il est parti tout seul. On a vu des attaques ensuite de Ben O'Connor avec des moments de flottement où Pogačar finalement n'avait juste qu'à tenir la route de Jonas Vingegaard. Cette portion de vallée, ça a été une bataille de poker, ça a été du n'importe quoi. Et on a vu donc Ben O'Connor avec Einer Rubio partir, et Jonas Vingegaard aussi, dans un moment de flottement, comme il y a eu pas mal. On peut avoir une pensée pour Félix Gall qui lui a tout tenté pour s'échapper, mais Vingegaard le tenait au marquage, et là j'ai du mal à comprendre, et aussi Primož Roglic le tenait au marquage. Ouais, alors là pour le coup ça c'est vraiment incompréhensible, hein, mais bon, ça, après ils sont dans leur monde aussi, mais effectivement cette portion là qu'on pensait être notre petit moment sieste de la journée, au final ça a été l'un des moments les plus intéressants de la journée, hein. Et ça c'était assez incroyable de voir ça, et toutes les peignets qui se sont mis dans la tronche. Voilà, ils avaient repris un peu la presse sur la descente, et après voilà, c'est rare en fait de voir ça. Ah non, mais j'ai l'impression qu'on était sur de la piste, tu sais, quand les pistards ils s'observent un peu pour lancer le sprint. Ben là, c'était un peu ça. Et puis Félix Gall, la tête qu'il fait quand Roglic revient dessus, parce que sur une première attaque, c'était Vingegaard qui était revenu dessus. Peut-être que je confonds les deux, c'est l'un après l'autre, mais je crois que c'est Roglic qui revient ensuite sur Félix Gall la deuxième fois. Et Félix Gall, les yeux vers le ciel, il dit mais qu'est-ce que j'ai fait pour qu'ils reviennent tous sur moi à chaque fois, quoi. Après que Roglic revienne dessus, ça peut se comprendre. Voilà. Oui, pour le général. Il veut défendre une hypothétique place de 5e au général. Bon, voilà. Mais après, Vingegaard, qu'est-ce qu'il a besoin d'aller chercher Gall? On s'en fout, quoi. Au contraire, fait rouler les autres, quoi. C'était. Ah oui, d'autant qu'après, il y avait Lipovic qui était devant, qui lui était parti à la sortie de Moutier, qui s'est échappé dans les rues de Moutier. On avait Jorgensen qui était en appui à l'avant, mais Jorgensen qui a explosé popcorn. Il n'avait plus rien dans les jambes. Cette portion de vallée avec le retour de l'arrière des Picknick Postenel de Oscar Handley. Et Oscar Handley, quand on voit le résultat final à la Lose, il peut remercier Frank Van Den Broek et Warren Barguil, qui ont aussi en même temps ramené Kevin Vauquelin et Jordan Jegat et compagnie de l'arrière, parce que les Picknick Postenel, le collectif Picknick Postenel a été patient. Oscar Handley ne s'est pas mis dans le rouge, et au final, il a pu bénéficier du travail de son équipe, contrairement peut-être à d'autres qui ont voulu suivre les coups à l'avant et qui se sont cramés, notamment dans la vallée. Et ensuite, ils ont payé cash ces efforts au sommet de la Lose. Ouais, c'est vrai que
on en parle peu des pique-niques post-NL, mais c'est aussi du beau collectif. Hein. C'est vrai qu'on a fait tout un focus il y a quelques jours sur Arkea qui arrive quand même à faire un tour d'équipe vraiment magnifique. Mais là, là c'est en fait c'est vraiment ça. Hein, quand on dit bah voilà le cyclisme c'est un sport individuel qui se pratique en équipe, et ben là on en a la preuve. Sans son équipe, et ben Onley aujourd'hui il fait pas 4, il serait peut-être même bien plus loin. Et c'est magnifique. Et aujourd'hui il serait plus à se battre pour le podium clairement. Et oui, parce que franchement dans cette vallée il aurait pu prendre très cher, il aurait pu perdre énormément de temps. Et Oscar Onley qui a quand même de super jambes sur ce Tour de France, dans la lignée finalement de son Tour de Suisse qu'il avait fait au mois de juin. Il avait été énorme. Donc franchement, c'est vraiment l'équipe qui lui permet de faire un super résultat, parce que derrière, on arrive dans ce col de la Lose, où Oscar Onley est le dernier à suivre, Vingegaard et Pogacar, pour aller prendre une 4e place tout en haut. Oscar Onley, à 22 ans, 23 au mois d'octobre. Je dis pas que c'est la révélation, parce qu'on le voit venir quand même depuis deux bonnes années. Mais c'est une confirmation au très haut niveau de ce qu'il nous fait là. Oui, c'est vrai qu'on en avait moins parlé, parce qu'on avait beaucoup parlé de Lipovic ces derniers temps, qui est quand même assez incroyable aussi. Aujourd'hui, ils sont dans une fourchette de 20 secondes au général, donc ça veut dire que pour le coup, il y aura vraiment de la castagne encore jusqu'au bout entre les deux. Mais là, aujourd'hui, Onley, il est magnifique. Hein, il arrive vraiment à quelques mètres de Vingegaard. Il a rien à rougir par rapport à sa montée. C'est magnifique. Mais comme tu le disais, c'est ça qui est assez fou, c'est que il aurait pu tout perdre sur de la descente pleine juste avant. Et grâce à son équipe, il revient. Et finalement, il a les jambes quand même, et il va réussir à faire les 20 bornes avec eux, et finalement à se faire poser à quelques dizaines de mètres de la ligne. Donc rien de grave pour lui là-dessus, et une étape qui est vraiment pour moi à montrer dans les écoles de cyclisme. Ouais, complètement. Et on est dans le col de la Lose, où là c'est un écrémage en règle. Ça tombe. Certains parleront de flop sur cette étape-là par rapport au spectacle dans la Lose. Pour comparer à ce qu'on a vu dans l'autre versant de la Lose en passant par Méribel, c'était il y a 2 ans avec le I'm Gone, I'm Dead de Tadej Pogacar. Bon, là finalement, comme on a dit en début de podcast, tout le monde était cramé. On avait 2 cols de hors catégorie précédemment. On a 2 semaines et demie de course qui se sont roulés à une allure folle, où je pense que finalement il n'y a que la 3e étape vers Dunkerque avec le vent de face qui a un peu ralenti la moyenne horaire. Sinon on est quand même sur des rythmes de dingue. Et on a cet écrémage avec un temps Levisma, et puis après les UAE, avec quand même Vingegaard qui attaque Tadej Pogacar. Et Tadej Pogacar qui reprend quelques secondes sur la ligne d'arrivée. Il reprend 9 secondes plus 2 de bonif à Vingegaard sur la ligne d'arrivée au col de la Lose, avec Ben O'Connor qui s'impose en solitaire avec une 45 d'avance sur Tadej Pogacar. La gestion de l'Australien qui a été très fort dans la montée, qui a été aussi fort que les équipiers et de Tadej Pogacar et de Jonas Vingegaard. Il aura pratiquement pas perdu de temps. Il attaque à 15 bornes vraiment là quand il décide de partir seul. Et là 3,45 il me semble. Et en fait là on se dit ça va être dur, hein, voilà, ça va être très compliqué. On l'avait vu avec d'autres coureurs qui étaient partis devant, qui se faisaient complètement bouffer par le mini groupe maillot jaune, et en fait il va tenir. Alors évidemment ils vont en reprendre un peu, mais il arrive avec quoi, avec une 45 d'avance. C'est énorme. À aucun moment quand on en parlait hier ou dans le podcast, quand vous en parliez hier, Ben O'Connor, personne l'avait en tête à ce moment-là. Hein. Mais en même temps, comme par épintre au Ventoux. Et c'est aussi ça qui est beau, c'est-à-dire que ils y sont allés au bout d'eux-mêmes, les gars. Mais moi, j'y croyais pas. Franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit ça va être quand même très très compliqué. Il est tout seul. Et en fait, il tient. Et en fait, il fait plus que tenir, parce que là, il arrive avec un matelas et c'est beau. Et ça aussi, c'est chouette. Et c'est pas la première fois que Ben O'Connor prend des échappées pendant ce Tour de France, parce que si je me remémore son Tour de France, je regarde un peu les chiffres.
l'évolution de son classement général. Au soir, on va dire, ou plutôt au matin de la dernière étape de la première semaine, donc au matin de l'étape du Mont d'Or remportée par Simon Yates, Ben O'Connor est 25e au général. Il prend la 4e place au Mont d'Or, au Puy de Sancy, là où Simon Yates s'impose. 4e de l'étape, il remonte à la 18e place du général. Et petit à petit, il grappille des places dans le top 20, 17e à Toulouse, 16e au général après Peyragudes, 12e après Super Bagnères et il était dans l'échappée là aussi où Thymen Arensman s'impose. Il était 12e jusqu'à ce matin et puis on va regarder le classement général dans quelques instants. Mais Ben O'Connor est maintenant 10e du classement général. Lui qui était parmi les meilleurs coureurs au monde l'année dernière pour sa dernière saison chez Decathlon AG2R, il s'est un petit peu retrouvé dans cette fin de Tour de France. On rappelle que Ben O'Connor, l'année dernière, il fait 2e du Tour d'Espagne. Il fait 4e du Tour d'Italie. Donc c'est quand même un coureur vraiment de grand tour et on voit sur la fraîcheur. Il va intégrer ce top 10 au final parce que c'est un réel coureur de grand tour qui sait gérer 3 semaines. Il est vraiment impressionnant là aujourd'hui, mais c'est pas une nouveauté. Hein. Donc on savait qu'il était là. Effectivement, Jordan Gégat, il pense pas qu'à ce moment-là, Ben O'Connor va lui mettre 11 minutes dans la journée et va revenir et lui prendre la place de 10. Mais et ça c'est bien triste pour lui. Bon, alors maintenant, Jordan il est assez tranquille parce que derrière, je crois que ça doit être Kuss qui doit être à 49 minutes ou 50 minutes. Donc 12 minutes de Jordan. Même pas. Il y a 17 minutes derrière de Jordan Gégat. 17 minutes. Donc là, il est assez tranquille maintenant. Bah voilà, est-ce que Jordan il va essayer quand même d'aller chercher ce top 10? Ça me paraît très compliqué. Hein. Il faudrait qu'il mette quasiment 4 minutes à Ben O'Connor. Ça me paraît complexe, à part si Ben O'Connor veut pas défendre sa 10e place, mais bon là, il reste quand même peu d'étapes. Ils vont défendre. Il reste 3 étapes. Je vois pas comment. Il va y avoir des défenses. Bien sûr. Donc ça va être très compliqué. Ouais, c'est un coup incroyable qu'il fait. À ce moment-là, je pense pas qu'il le fait pour rentrer dans le top 10. Hein. Il le fait pour gagner l'étape et c'est ce qu'il va chercher. Et de toute façon, lui, son tour, il est réussi grâce au gain de l'étape. Et voilà, le top 10 restera anecdotique par rapport à cette prestation qui est XXL. Et voilà, parce que c'est quand même. Tout le monde attendait cette épreuve reine. Tout le monde disait, bah oui, mais de toute façon, Pogačar la laissera à personne parce que il a envie de se venger. Bah oui, mais aujourd'hui, il n'y avait pas forcément les cannes pour aller le chercher. Ou alors, c'est que finalement, Pogačar s'est dit, j'en laisse un peu. Je suis sûr d'avoir gagné. J'ai plus besoin d'attaquer et on va laisser gagner. On va peut-être regagner aussi un peu en popularité parce que ça commençait un peu à tourner vinaigre pour lui. Il y a de ça. Ça se peut aussi. Hein. Donc voilà, effectivement, hein, quand on se parle, il y a une semaine à l'arrivée d'Otakam où là on se dit c'est parti. En fait là, il est parti pour tout gagner et potentiellement il peut le faire. Et puis d'un seul coup, en fait, il gagne plus. Alors ça nous fait bizarre. Il arrive quand même à mettre quelques secondes par-ci par-là à chaque fois parce qu'il se fait quand même jamais passer devant par ses rivaux directs, mais en tout cas il laisse partir et je pense que tout le monde s'est même étonné de se dire tiens, finalement des échappées peuvent aller au bout parce que ça on n'y croyait plus quoi. Hein. C'était si on prend tous les podcasts, au bout d'un moment on se dit de toute façon là les échappées elles vont plus au bout. Donc ça reste intéressant. Après voilà, il faudra voir si c'est vraiment qu'il est cramé, si c'est juste qu'il se dit mais finalement est-ce que ça sert à humilier encore plus les autres? Pas forcément. Non, c'est voilà, aujourd'hui, à part Vingegaard qui doit être à 4 minutes et quelques, 4 minutes 26, Lipovic, il est 3e, il est déjà à 11 minutes. Mais c'est, il a plus rien à faire, quoi, en fait. À part s'il avait voulu aller chercher les records. Et peut-être qu'il a senti aussi que d'aller chercher des records, aujourd'hui, avec lui, dans ces conditions-là, le public l'aurait peut-être pas suivi sur cette affaire-là, quoi. Oui, parce qu'on a vu le vent se lever contre lui, notamment après l'étape d'Otakam forcément, la confirmation à Peyragudes le lendemain, et on a vu qu'avec la victoire de Thymen Arensman, encore une fois dans la dernière étape des Pyrénées, Tadej Pogačar n'a pas tout fait pour l'emporter, il s'est mis dans le mode gestion et surtout dans le mode défensif face à Jonas Vingegaard. On l'a encore vu aujourd'hui, il n'a pas tout fait pour aller gagner l'étape et dans le Ventoux non plus.
Donc voilà, Tadej Pogačar. Je pense qu'on a débriefé cette étape-là. On va pouvoir passer au classement. Bon, Kevin Vauquelin, on en a fait pas mal les derniers jours. On a encore dit qu'il avait limité la casse dans cette étape du jour. Kevin Vauquelin, qui est maintenant 7e du classement général. On va en parler dans quelques instants. Allez, avec ce classement général. Avec, alors déjà le classement de l'étape. Pour commencer, Ben O'Connor à la victoire, donc avec 1,45 d'avance sur Tadej Pogačar, 1,54 pour Jonas Vingegaard, 10, 6 et 4 secondes de bonif pour les 3 premiers de l'étape. Oscar Handley qui termine à 4 secondes seulement de Jonas Vingegaard, 4e de l'étape. Le Britannique qui fait une énorme montée de la Lose. Ener Rubio qui s'est fait reprendre dans le final, 5e à 2 minutes. Félix Gall, 6e à 2,25. Primoz Roglic, 7e finalement à 2,46. Adam Yates, 8e à 3 minutes. Juste devant Tobias Haaland, Johannessen à 3,03 à 3,09 pour les deux. Et Sepp Kuss, 10e à 3,26. Pourquoi je souligne un peu Sepp Kuss? On va le voir au classement général parce qu'il remonte lui aussi un petit peu en termes de place. Florian Lipowitz, 11e à 3,37, qui a un peu payé ses efforts en solitaire, seul, après donc dans la vallée entre la Madeleine et la Lose, et puis après dans la Lose, Kevin Vauquelin, 12e de l'étape à 4 minutes 34, et puis après derrière, il faut chercher à 3 minutes derrière Vauquelin, Narvaez, à pratiquement 4 minutes, Higuita, Storer, Simon Yates, Ben Illy, notamment Ben Illy, 17e de l'étape à 9,28. Jordan Jegat, 20e de l'étape à 11,20 pour les Français très rapidement. Barguil, 23e à 14,18. Valentin Madouas, 24e à 14,31. Alex Baudin, 28e à 27,37 dans le même temps que Bruno Armirail, 29e. Guillaume Martin qui a pris un énorme éclat, 33e à 29 minutes. Aujourd'hui en difficulté dès les premières pentes du col du Glandon. Le classement général, Guillaume avec Tadej Pogačar, 4 minutes 26 d'avance sur Jonas Vingegaard, 11 minutes 01 sur Florian Lipowitz, bataille pour le podium, bataille pour le maillot blanc, 22 secondes d'avance sur Oscar Handley, 4e qui revient pleine balle, 5e Primoz Roglic à 12,49, top 10 complété par Félix Gall, 6e à 15,36, Kevin Vauquelin 7e maintenant à 16,15, Tobias Haaland Johannessen 8e à 18,31, Ben Illy est 9e à 25 minutes 41, Ben O'Connor 10e à 29,19, Jordan Jegat 11e à 32,51, 17 minutes derrière Jegat, il y a Sepp Kuss, 12e, Guillaume Martin 16e à 1h02, Valentin Madouas 19e à 1h16. Un commentaire sur le général, je crois notamment sur la bataille du maillot blanc et du podium. Oui, de toute façon, en même temps, ça pour le coup, on l'avait dit il y a déjà plusieurs jours que maintenant ce qui allait nous intéresser, ça allait être cette 3e place qui allait normalement être synonyme de maillot blanc aussi. Bah voilà, là en fait on y est, 20 secondes d'écart entre deux coureurs qui ont vraiment brillé pendant ce tour. Et ouais, ça va être, en tout cas j'espère vraiment qu'ils vont se donner et que demain et dans les autres jours peut-être, mais en tout cas déjà demain, s'il doit vraiment y avoir un gros écart à un moment donné, ça sera demain, ça sera pas samedi dimanche. Donc demain, moi c'est eux que je vais regarder. Le reste maintenant n'est plus qu'anecdotique par rapport à la première et la 2e place, sauf chute, il y aura pas de souci là-dessus. Donc ouais, maintenant qu'est-ce qu'ils vont pouvoir se faire et est-ce qu'ils vont réussir déjà à se départager vraiment là-dessus, parce que voilà, c'est quand même magnifique, hein, je veux dire 20 secondes d'écart après 18 étapes, c'est vraiment deux coureurs qui sont en pleine ascension, mais c'est surtout pour l'avenir que moi je suis très heureux de voir ça, parce que c'est de se dire ok, ils sont là et derrière il va aussi falloir compter sur eux dans les années à venir, et ça c'est quand même très 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 chouette quoi. Exactement, et j'en profite pour redire que il n'y a pas eu de hors délai aujourd'hui. Le dernier l'étape, c'est Edward Theuns à 46 minutes 42, il me semble que les délais étaient fixés à 48 minutes et quelques, donc ça s'est pas joué à grand chose pour le Belge de la Lidl Trek, et donc maillot vert Jonathan Milan est rentré dans les délais. On parlait de bidon collé pour Lenny Martinez, il y a dû avoir quelques bidons collés dans le col de la Lose, et peut-être aussi dans la Madeleine. Avec un coureur qui a abandonné pendant l'étape, c'est Enric Mas, qui était dans le top 20. Cyril Barth et Carlos Rodriguez n'ont pas pris le départ. Cyril Barth après la chute au kilomètre à la Flamme Rouge hier, commotion cérébrale. Carlos Rodriguez, une chute à 50 km de l'arrivée hier, fracture du bassin. On parlait du classement du maillot blanc, meilleur jeune. Donc Lipowitz, maillot blanc pour maintenant 22 secondes sur Oscar Handley. 3e Kevin Vauquelin à 5,14. Ben Illy est 4e à 14 minutes. Et à 1h49 derrière, on a Hélène Van Wilder. À noter que dans le top 10 du classement du maillot blanc, on a Romain Grégoire 7e et Alex Baudin 8e. Ils sont à 1h57 et 2h16. C'est anecdotique. Donc voilà, classement du maillot vert
Jonathan Milan est rentré dans les délais. Il a pris 20 points, Jonathan Milan, au classement, au sprint intermédiaire. Donc, en début d'étape, ça fait 332 points pour Jonathan Milan. Tadej Pogačar, 257 points. J'ai pas sorti ma calculatrice, mais normalement, ça fait 75 points. Si je me trompe pas de tête comme ça très rapidement, ça fait 75 points entre les deux. Jonathan Milan, s'il rentre dans les délais à La Plagne, demain, s'il rentrait dans les délais à la Lose, il devrait le faire à La Plagne. Le maillot vert lui est promis sur les Champs-Élysées. Binyam Girmay à 196 points et 3e. Puis derrière, on a Vingegaard à 165 points et Tim Merlier 5e à 156 points. 2 petits points devant Anthony Turgis 6e. Le classement de la montagne avec Tadej Pogačar, maillot à pois. Tadej Pogačar qui compte, je compte en même temps, 16 points d'avance sur Jonas Vingegaard. Et donc ça fait 28 et 5, 33 points d'avance sur Lenny Martinez qui a pris, si je ne me trompe pas, les 8 points de pénalité. Je vais voir si 8 points de pénalité dans le classement que je regarde ont bien été pris en compte pour Lenny Martinez. 72 points pour Lenny Martinez, exactement, ils ont été pris en compte. Donc Lenny Martinez, 3e du classement de la montagne. Bon, on voit mal comment ça peut échapper à Tadej Pogačar. Maintenant, ce maillot à pois. Thymen Arensman est à 65 points, Ben O'Connor 51 points. On rappelle que les points étaient doublés au sommet du col de la Lose et que Pogačar, en prenant la 2e place au sommet du col de la Lose aujourd'hui, au classement de la montagne, il a pris en tout et pour tout 30 points donc pour la 2e place. La meilleure équipe, là aussi, c'est un peu anecdotique, mais Visma Leasebike compte 14 minutes tout pile d'avance sur UAE, 1h03 sur les Red Bull. Arkea BNB Hotel 4e, Decathlon AG2R 5e, Arkea à 1h48, Decathlon à 2h05. Voilà pour les classements, Guillaume. J'ai été très complet, très exhaustif, mais bon, on a quand même les écarts maintenant qui sont faits demain vers La Plagne. Quel scénario tu penses qu'on aura ? Moi, je pense qu'on aura plutôt le scénario de la dernière étape des Pyrénées, que ce sera peut-être une échappée qui ira au bout, parce qu'on a vu les Visma qui ont tenté, qui n'ont pas réussi à décrocher Tadej Pogačar. Ils vont sans doute retenter demain, mais peut-être pas pareil qu'aujourd'hui en tentant dès le début. Quoique, je dis ça. Ouais, alors maintenant, c'est vrai qu'on c'est difficile de se projeter dans ce tour qui est quand même vraiment farfelu. Mais voilà, sur le papier, La Plagne, s'il y a une étape où une équipe peut plus facilement contrôler en montagne que sur d'autres épreuves de montagne, c'est celle-ci. Voilà, elle est exigeante, mais voilà, on est sur du col régulier, on est sur des choses aussi assez connues. Donc voilà, si une équipe a vraiment envie de contrôler, normalement, elle peut le faire. Après, aujourd'hui, j'oublie juste un truc. 130 km seulement, 4550 mètres de dénivelé, mais 130 km seulement. C'est ça. Mais aujourd'hui, comment tous les organismes vont réagir à ce qu'ils viennent de vivre sur tout le tour et aussi aujourd'hui, et ben c'est là. On va aussi peut-être voir s'il y en a qui ont réussi à en garder un petit peu sous la semelle ou pas. Ça se peut, hein, on ne sait pas. Et voilà, on va vraiment voir demain. Franchement, si de toute façon, il n'y a pas le choix, si des baroudeurs grimpeurs veulent aller en claquer une, il n'y a plus le choix. Donc, c'est celle-là. Donc, il faut tout mettre là-dedans. Et puis, quitte à que tu finisses à une demi-heure, tu finis à une demi-heure. Bon, voilà. Alors après, il y en a certains, là, voilà, on a dit, ils vont essayer de s'accrocher sur le top 10. Bon, pourquoi pas? Bien sûr que c'est quand même quelque chose d'important, évidemment, dans une carrière. Après, je suis pas sûr que tous aient besoin de ce top 10. Donc, j'espère vraiment qu'il y aura de la bagarre. Et puis après, de toute façon, on sait qu'on en aura. On vient de le dire, voilà, pour le match de la 3e place entre René et Lipovic, ça, il n'y a pas de doute. Je veux dire, là, les deux, de toute façon, ils y vont, ils tentent depuis le début. Donc, ça devrait continuer sur ce rythme. J'espère vraiment qu'on va passer un bon moment, nous, de téléspectateurs, avoir du sport, avoir encore des coureurs qui vont au bout d'eux-mêmes, mais surtout avec peut-être de la technique, peut-être en envoyant très vite dans la première échappée des gens de loin et en allant voilà, essayer de recréer des binômes au fur et à mesure. Ouais. Mais après, au niveau sinon juste Pogačar, Vingegaard, bon, je suis pas sûr qu'il se passe grand chose là-dessus aujourd'hui. Enfin, demain, du coup, mais voilà, on verra ça parce que vraiment, je trouve que ce Tour de France, chaque fois qu'on pouvait presque être sûr de ce qui allait se passer, sauf à Hautacam, là, on n'avait vraiment pas de doute, mais sinon, sur tout le reste, à chaque fois, on est tombé un peu des nues, et même dans les sprints, hein, je veux dire, il y a une chute, il y a un truc qui retarde, etc. Et à chaque fois, on a quelque chose dont on s'attendait pas. Donc, ça a été
un tour, en tout cas pour moi, là, je trouve qu'en tant que spectateur et en tant qu'amateur et avec un œil critique sur le cyclisme, c'est un tour qui me faisait peur parce que j'avais tellement la frousse que Pogačar écrase tout le monde, ce qu'il a fait véritablement, mais justement qui montre trop sa domination et que ça nous rappelle des années sombres et tout. Et là, finalement, moi, j'ai vu un tour avec des gens qui attaquaient sans cesse, qui tentaient, qui y allaient, qui se mettaient des peignets. Et ça a été un vrai tour de grand bonheur au final. Et ça, c'était très chouette, quoi. Et tour qui n'est pas terminé. Et demain, l'étape vers la Plagne. On sait déjà que les 8 premiers kilomètres, on va avoir donc les Lille de Trek qui vont contrôler jusqu'au sprint intermédiaire à Ugine. Au kilomètre 8, Jonathan Milan, il prendra 20 points, il va quasiment s'assurer le maillot vert. Il y aura un deuxième catégorie, le col, la côte plutôt, d'Héry sur Ugine. Deuxième catégorie, on redescend, on remonte. Le col des Saisies, première catégorie, on redescend, on remonte. Le col du Pré, on redescend et on va sortir l'appareil photo avec le barrage de Roseland et magnifique vue. La montée vers le cornet de Roseland, descente et remontée ensuite vers la Plagne, tout ça en 129 km et 900 mètres. On va dire 130, il y aura le départ fictif qui aura aussi dans les jambes. Ben écoute, pronostic, allez demain, très rapidement. Ouais, c'est difficile. Moi, j'aimerais bien voir un Français aux avant-postes. Après, je sais pas si ça ira au bout, mais ouais. Est-ce que Paré-Pinte est encore capable d'aller s'offrir une deuxième très belle étape dans un même tour? Moi, c'est un truc qui me ferait vraiment rêver en se disant que voilà, aujourd'hui, il a laissé filer ça et il en reprend derrière. Voilà, il a gagné, il sait ce que c'est, il sait qu'il peut y aller, et il sait aussi la jouissance que ça peut être de passer en tête. Et ouais, j'aimerais vraiment beaucoup ça. Ouais, Valentin Paré-Pinte qui a terminé 80e à 38 minutes aujourd'hui. Quelques secondes devant Julien Alaphilippe aussi. Il y aura, on verra peut-être encore une fois les Thymen Arensman et compagnie à l'avant. Peut-être Félix Gall aussi qui termine très bien ce Tour de France. À voir aussi Guillaume Descaves, journaliste Le Progrès, le lien local. Je te remercie beaucoup d'avoir été avec moi. Merci Guillaume, merci pour tout. Avec grand plaisir, on se retrouve très rapidement dans Vélo Podcast et puis demain on se retrouve pour débriefer cette dernière étape alpestre, l'arrivée à La Plagne. On sera demain à 48 heures de l'arrivée à Paris et à 24 heures du départ du Tour de France Femmes. N'oubliez pas d'aller réécouter l'interview de Stéphane Delcourt, le manager de la FDJ Suez qu'on a reçu il y a quelques jours du départ du Tour de France Femmes de Bretagne de Vannes, où il nous parle notamment de Demi Vollering, mais aussi un petit peu des adversaires. Pauline Ferrand-Prévot, un passage très intéressant sur elle. Allez écouter ça sur les plateformes où est Vélo Podcast. Une interview super. Ouais, merci beaucoup. Mais en tout cas, à chaque fois, Stéphane Delcourt, c'est toujours quelqu'un de très intéressant. Il nous a accordé 1 heure d'interview, 1 heure d'entretien. Ouais, c'est tout. Et c'est top, vraiment de sa part, à quelques jours, d'avoir pris le temps à écouter sur la chaîne YouTube de Vélo Podcast et même à regarder la version audio sur Apple Podcast, Deezer, Spotify notamment et toutes les plateformes de streaming. À très bientôt dans Vélo Podcast pour la suite du Tour de France. Ciao, ciao.